Le calcul des grandes tables du cadastre pendant la Révolution est un épisode majeur dans l'histoire de l'informatique. Rendez-vous compte, des centaines de milliers de logarithmes calculés avec 25 décimales exactes, ce qui a poussé Babbage à inventer l'ordinateur. Euh, Ça, c'est ce qui se raconte. Mais qu'en est-il vraiment? Un personnage clé dans cette histoire, comme d'ailleurs dans l'histoire tout court de la Révolution française, est Lazare Carnot. Il était membre du comité de salut public en 1793 et il n'avait pas hésité à aller lui-même soutenir le moral des troupes de la République qui se battaient dans le Nord, quitte à destituer le général et prendre lui-même le commandement lors de la bataille de Wattignies, alors qu'il n'en avait pas le grade. Fêté comme l'organisateur de la victoire, il était intouchable sur le plan politique, du moins jusqu'à la Restauration en 1815. C'était aussi un scientifique, reconnu depuis son essai sur les machines en 1783. Avec Monge, il est à l'origine de la création de l'école polytechnique et aussi du développement de la géométrie de situation. Il a en plus écrit cette métaphysique du calcul infinitésimal, publiée en 1797 et rééditée plusieurs fois ensuite. Voici les premiers mots. Il y a quelques années que l'auteur de ces réflexions les a rédigées dans la forme où on les présente aujourd'hui. Et il est maintenant chargé de soins dont l'importance ne lui permet pas de revenir sur ses premières méditations. Mais comme tout annonce que la culture des mathématiques va prendre un nouvel essor, ben oui, en 1797, Carnot était assez fin politique pour comprendre les ambitions de Napoléon, qui était en train de manœuvrer pour se faire élire à l'Académie des sciences. Sur la stature de Carnot comme scientifique, Arago est une bonne source. En tant que secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, il a écrit un certain nombre de biographies d'académiciens, dont celle de Carnot. Voici ce qu'il écrit 14 ans après la mort de Carnot. Il y a parmi vous, messieurs, un vénérable académicien, également versé dans les théories mathématiques et dans leurs applications. Il a glorieusement attaché son nom à d'utiles travaux et à de vastes projets que l'avenir réalisera peut-être. Il a parcouru une longue carrière sans mériter un ennemi. Et cependant, sa tête fut un jour menacée, et des misérables voulaient la faire tomber lorsqu'elle créait un des monuments scientifiques qui ont jeté le plus d'honneur sur l'ère révolutionnaire. Une lettre anonyme apprend à notre confrère quel danger il vient de courir. L'orage est dissipé, mais il peut se reformer d'un instant à l'autre. La main amie trace un plan de conduite, des règles de prudence, signale la nécessité de se ménager une retraite. L'écrivain anonyme, messieurs, était Carnot, le géomètre qu'il conservait ainsi à la science et à notre affection était Monsieur de Prony. Prony, malgré son nom à rallonge, avait des origines roturières et un titre acheté, qui lui a valu les frayeurs qu'Arago évoque sous la Terreur. Il avait été élève de l'école des ponts et chaussées, il en avait été longtemps le directeur, tout en étant professeur à l'école polytechnique à partir de 1795. Il a mené une double carrière brillante d'ingénieur et de professeur, qui lui a valu d'être admis à l'Académie des sciences. En 1793, pendant la Terreur donc, il est directeur du bureau du cadastre, qui est chargé d'établir l'assiette de l'impôt sur des bases égalitaires. Ce n'est pas une mince affaire, car dans une France essentiellement rurale, on ne connaît même pas la surface des terres, encore moins leurs propriétaires, ni ce qu'ils retirent de l'exploitation agricole.
la tâche confiée à Prony est irréalisable, surtout avec le peu de personnel qu'on lui accorde au début. Alors, quel est ce monument scientifique qui a jeté tant d'honneur sur la Révolution, selon Arago? Ces airs avec accompagnement pour harpe ou piano qu'il dédie à l'oncle de sa femme? Non, pas vraiment. Bien que son aptitude à composer des chansons ait un certain rapport avec la suite de l'histoire. Non, le monument scientifique, ce sont des tables numériques, dont voici un extrait. Vous voyez dans la première colonne des angles, par pas de 1 sur 10 000. Dans la seconde colonne, les sinus, avec 22 décimales. Les tables ont été calculées par une variante de la méthode des différences de Newton, et les différences successives jusqu'à la cinquième sont reportées dans les colonnes suivantes. Cet extrait est trompeur. En fait, seule une petite partie des tables a été imprimée et rien n'a jamais été diffusé. Le monument scientifique se compose en fait de 17 volumes manuscrits en double exemplaire, dont 8 volumes pour les logarithmes de 1 à 200 000. En tout, environ 20 000 pages, plusieurs dizaines de millions de chiffres écrits. Que s'est-il donc passé? D'une part, pour qu'une telle masse de calculs soit effectuée, d'autre part, pour qu'elle ne soit jamais publiée. Voici comment Prony raconte la genèse du projet en 1801. La division décimale du quart de cercle exigeait qu'on calculât de nouvelles tables des sinus, tangentes, etc., et de leurs logarithmes. Je fus chargé de ce travail en l'an 2, en 1794 donc. Et comme on voulait donner à tout ce qui était relatif au système métrique français un caractère de grandeur qui excita l'attention, et une supériorité sur ce qui avait été fait jusqu'alors, qui inspira la confiance, on m'engagea expressément non seulement à composer des tables qui ne laissassent rien à désirer quant à l'exactitude, mais à en faire le monument de calcul le plus vaste et le plus important qui eût jamais été exécuté et même conçu. Prony ne dit pas qui est on. En fait, c'est lui-même qui a eu l'idée d'utiliser ses employés au bureau du cadastre pour calculer ces tables. C'était un moyen pour lui de transformer en succès son échec dans l'établissement de l'assiette de l'impôt, qui le mettait en danger. Il pouvait compter sur le soutien de Carnot. Et effectivement, quelques mois après sa proposition, il a reçu l'ordre de faire ce qu'il avait lui-même proposé. Quant au prétexte de la division décimale du quart de cercle, les radians au lieu des degrés, elle n'avait aucun rapport avec le calcul des 200 000 logarithmes naturels qui occupent 8 volumes sur les 17. Voici comment on raconte l'histoire en 1820. Il y avait eu un regain d'intérêt pour les tables provoqué par le rétablissement des liens franco-anglais après plus de 20 ans de guerre. Il fut aisé à M. de Prony de s'assurer que, même en s'associant 3 ou 4 habiles coopérateurs, la plus grande durée présumable de sa vie ne lui suffirait pas pour remplir ses engagements. Il était occupé de cette fâcheuse pensée lorsque, se trouvant devant la boutique d'un marchand de livres, il aperçut la belle édition anglaise de Smith, donnée à Londres en 1776. Il ouvrit le livre au hasard et tomba sur le premier chapitre, qui traite de la division du travail et où la fabrication des épingles est citée pour exemple. À peine avait-il parcouru les premières pages que par une espèce d'inspiration, il conçut l'expédient de mettre ces logarithmes en manufacture, comme les épingles. Oh, la belle histoire que voilà! Voici l'édition de 1778 du livre d'Adam Smith sur la richesse des nations. Ce n'est pas la première édition de 1776, mais elle est plus jolie.
Effectivement, Adam Smith, dans la première partie, cite la fabrication des épingles. C'est un exemple que l'on trouve longuement détaillé dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. L'épingle est de tous les ouvrages mécaniques le plus mince, le plus commun, le moins précieux, et cependant un de ceux qui demandent peut-être le plus de combinaisons, car une épingle éprouve 18 opérations avant d'entrer dans le commerce. Pas moins de 3 planches de l'encyclopédie illustrent les différentes opérations qu'il faut pour fabriquer une épingle. Et voici ce qu'explique Adam Smith. Une fabrique d'épingles avec 10 employés produit couramment jusqu'à 48 000 épingles par jour. On peut donc considérer que chaque personne en fabrique le dixième, soit 4 800 par jour. Mais si chacun avait travaillé séparément, sans que chacun ait été entraîné à une tâche particulière, il n'en aurait pas fait 20, peut-être même pas une. Donc, Prony, inspiré par Adam Smith, décide qu'il va faire des logarithmes comme on fait des épingles, grâce à la division du travail. Et le problème est que cette jolie histoire ne fait surface qu'au moment où il s'agit d'obtenir des Anglais qu'ils cofinancent la publication. Et un petit coup de brosse à reluire pour flatter leur orgueil national ne peut pas faire de mal. Reste qu'il y a bien eu organisation du travail. La voici décrite par Francisque Lefort en 1858, longtemps après les faits. Il a repris l'ensemble du dossier et examiné les manuscrits. Une première section, composée de 4 ou 5 géomètres, s'occupait de la partie purement analytique et du calcul de quelques nombres fondamentaux. 7 ou 8 calculateurs possédant l'analyse et ayant une grande pratique de la traduction des formules en nombres composaient une deuxième section. Ils ont calculé directement d'après les formules établies par les géomètres de la première section. On a dit que Legendre avait fait partie de la première section, et il n'en existe aucune preuve. Il semble que ce soit plutôt un moyen de rechercher une caution incontestable. La troisième section, composée de 70 à 80 personnes, d'une instruction mathématique très peu étendue, remplissait l'intervalle de 199 nombres laissés entre deux nombres consécutifs de la série préparée par les soins des calculateurs de la deuxième section. À cet effet, chacun d'eux recevait une feuille réglée en 50 lignes horizontales et divisée dans un nombre de colonnes verticales proportionné au nombre des ordres de différence qui devaient y être inscrits. Donc, les calculateurs de la troisième section, dont on insiste bien sur le fait qu'ils ne savent que faire des additions et des soustractions, effectuent le gros du travail. Le nombre de 70 à 80 est un peu exagéré, la moitié est plus réaliste. On a dit que c'étaient des anciens perruquiers mis au chômage par la Révolution. On n'en a aucune preuve et c'est peu vraisemblable. On a dit aussi que Prony avait utilisé les embauches au bureau du cadastre pour protéger les royalistes qui sans lui auraient été victimes de la terreur. C'est faux également. Qu'en est-il du résultat? Tous les calculs, c'est-à-dire les calculs directs et les calculs d'interpolation, se faisaient en double et devaient être conférés. De plus, d'après Prony, on s'était ménagé des moyens de vérification expéditifs, quoique très rigoureux. Lefort insiste bien sur le d'après Prony, parce que la réalité est quelque peu différente. Il semble qu'une première version ait été calculée en quelques mois. Il restait à la vérifier. En fait de moyens de vérification expéditifs, Prony n'en a pas envisagé d'autres que de recalculer une deuxième version, puis de comparer les deux jusqu'à les faire coïncider. Prony se rendait si bien compte des chances d'erreur
que comportent les transcriptions de chiffres que, pressé par le gouvernement d'extraire de ces grandes tables trigonométriques à peine achevées des tables usuelles à 7 décimales, il aima mieux procéder directement à leur construction que s'exposer à des erreurs de copie. Ce fut d'ailleurs, dit-il, l'affaire de 9 jours. Cette pression du gouvernement date du printemps 1795. Pour les besoins de l'école normale de l'an 3, Lagrange et Laplace avaient demandé que soient imprimées des tables réduites à distribuer aux élèves. Prony s'est effectivement rendu compte qu'il était plus court de refaire le calcul que d'extraire des valeurs de l'énorme table déjà calculée. Il n'a pas fallu 9 jours, mais 40, et les nouvelles tables sont arrivées trop tard. Un seul des exemplaires, pourtant gratuit, a été réclamé. Tous les soins de correction et de vérification que les notices rapportent ont-ils été pris? Les surcharges nombreuses que portent les feuilles le prouvent, surabondamment. Mais ces soins ont-ils été dirigés par un esprit de précision assez scrupuleux? Quelques faits permettent d'en douter, malgré la confiance imperturbable que partageaient également Prony et ses utiles auxiliaires en la perfection absolue des résultats qu'ils avaient obtenus. Lefort donne des exemples précis d'erreurs qui restent dans les deux manuscrits simultanément. Erreurs qui auraient été détectées par un autre type de vérification. En gros, on estime maintenant que la proportion d'erreurs sur les chiffres calculés était de l'ordre de 1 pour 1000. Mais il y a pire. Les bases du calcul avaient été choisies de manière à assurer 12 décimales exactes dans les logarithmes et dans les différences. Et les soins de précision ne s'appliquent réellement qu'à la recherche de ces 12 décimales qui, seules, devaient être publiées. Et pour le dire en passant, par cette raison que fortifie d'ailleurs beaucoup d'autres, il y aurait à mes yeux une grande imprudence à imprimer brutalement tous les chiffres du manuscrit, comme on l'a sérieusement proposé en 1819, avec plus d'enthousiasme que de réflexion. Lefort a raison, ce qui est calculé avec 22 chiffres, c'est une approximation polynomiale de la fonction. Cette approximation polynomiale est à distance 10-12 du résultat exact. Concrètement, sur chaque ligne de la table de sinus que vous avez vue tout à l'heure, il y a 77 chiffres de résultats, entre les 22 chiffres du sinus et ceux des différences successives. Il n'y en a que 12 qui servent à quelque chose, et encore si le calcul est correct. Les 65 autres, c'est de l'esbrouffe. Ils ne servent qu'à impressionner le lecteur. On a dit que Babbage avait rencontré Prony et que leur discussion aurait convaincu Babbage de construire sa machine arithmétique. On n'a aucune trace de cette rencontre et Babbage ne dit nulle part qu'il a été inspiré par Prony. D'après lui, il aurait eu l'idée de sa machine à différence en 1812 ou 1813, après avoir effectué ses propres calculs de table. Il avait consulté les tables de Prony en 1819, lors d'un voyage à Paris. Il les cite à partir de 1822, d'une part pour illustrer ses idées sur la division du travail, en citant l'anecdote des épingles, d'autre part pour convaincre les autorités de la supériorité de sa machine. Voici ce qu'il écrit au président de la Royal Society le 3 juillet 1822. Je me contenterai de décrire le déroulement des opérations dans l'un des plus prodigieux monuments du calcul arithmétique que le monde ait produit à ce jour. Je préciserai la manière dont il a été conduit et la part de travail intellectuel qui aurait été économisée en employant une machine comme celle que j'ai conçue. Il décrit le calcul de Prony, la division en 3 sections de calculateur et le fait que sa machine aurait supprimé
la plus grande partie des heures de travail. Puis il ajoute: si à cette diminution du travail intellectuel nous ajoutons le travail de composition typographique et la suppression complète du plus ennuyeux des travaux littéraires, à savoir la correction des erreurs d'impression, je crois avoir le droit d'affirmer que même si une machine était fabriquée pour une seule table, cela représenterait quand même une économie. Et de faire remarquer en plus que sa machine peut servir pour toutes les tables, et pas seulement pour une seule. Donc les tables de Prony ont bien été utiles à Babbage, mais comme faire valoir. Même si elles avaient été imprimées, leur volume les aurait rendues inutilisables pour un usage courant. Elles auraient pu servir de référence, à condition que leur exactitude soit établie, ce qui n'était pas le cas. Les tables réduites calculées pour l'école normale auraient-elles pu au moins être un succès commercial? Même pas. Depuis 1626 et les tables de Brix et Vlach, devenues pratiquement introuvables au moment de la Révolution, d'autres avaient été éditées, en particulier les tables de Gardiner à Londres, à partir desquelles Calais, en France, avait édité ses tables portatives en 1783. Calais avait préparé une nouvelle édition augmentée en 1795, au moment même où celle du cadastre était calculée. Il avait demandé à l'un des calculateurs de Prony de comparer les tables du cadastre avec sa nouvelle version. De nombreuses éditions ont suivi. Vous voyez surligné en bleu la raison technique de ce succès. C'est une édition stéréotypée. Stéréotype est un néologisme fabriqué par l'imprimeur qui l'explique dans son avertissement. Il vient de type et stéréos pour solide, immobile. C'est un nouveau moyen de sertir tous les caractères d'une page dans un même bloc, qui peut servir pour tous les retirages futurs, mais qui, quand même, permet le remplacement d'un ou deux caractères en cas de correction. L'imprimeur, c'est cet homme, Firmin Didot. En 1795, au moment des tables de Calais, Firmin Didot avait déjà commencé la fabrication des planches stéréotypées pour les tables du cadastre, et il en était assez fier. La commission des travaux publics m'a confié l'exécution des tables centésimales in folio calculées par le bureau du cadastre. J'espère que les amateurs de la typographie s'apercevront que, pour la première fois, elle aura répandu sur un ouvrage de mathématiques une élégance qui portera avec elle son utilité, et peut-être qu'entraîné par les avantages que mon procédé peut procurer au public, je pourrais, après avoir été utile aux mathématiciens, l'être un jour aux littérateurs en stéréotypant Virgile, Horace et les bons auteurs de l'Antiquité. Didot ne savait pas encore qu'avec la dévaluation des assignats, l'argent qui lui avait été versé pour la réalisation des tables ne vaudrait bientôt plus grand-chose. Au total, il aura réalisé environ 500 pages sur les 2000 prévues, engagé des sommes importantes pour cela, en fourniture et en heures d'ouvriers, en pure perte. Il ne verra jamais la couleur de l'argent que lui devait le gouvernement. Les contemporains, au moins Lalande dans sa bibliographie astronomique, ne se sont pas trompés sur la valeur de l'innovation technique. Cette édition a l'avantage précieux de pouvoir durer des siècles et de pouvoir être corrigée pour toujours si on y découvre quelques fautes. Oh, des siècles, Lalande exagérait un peu. Les tables de Calais ont été vendues pendant un siècle environ. Elles ont été supplantées comme best-sellers auprès des ingénieurs et des étudiants en sciences par celles de Bouvard et Ratinet, qui ont connu 74 éditions entre 1905
et 1980. Je me souviens de les avoir moi-même utilisés. À part comme prétexte à raconter des histoires, il n'y a pas grand-chose à quoi les tables du cadastre aient pu servir. Au moins les chansons de Prony pour le piano et la harpe, on pourrait encore les jouer. Vous voulez essayer?